rappelle, lors de la première conférence, nous nous sommes interrogés avec Bruno Strasser sur la notion d'expert. Qu'est-ce qu'un expert? Et notamment comment est-ce que ces experts portent devant le public la voie de la science avec tous les risques de malentendus, d'incompréhension que cela comporte. Dans la deuxième conférence, Virginie Hamel et Paul Guichard nous ont montré, avec leur enthousiasme de chercheurs, comment un projet de recherche se développait, s'élaborait et aboutissait, et notamment aboutissait à la production de nouveaux savoirs. La dernière semaine, mercredi dernier, Martina Valentini nous a décrit le parcours classique, idéal, j'ai envie de dire, d'un chercheur avec toutes les étapes qu'il doit franchir pour aboutir, avec un peu de chance, à décrocher un poste de responsabilité dans la recherche. Aujourd'hui, nous allons nous poser une autre question. Comment est-ce qu'une découverte élaborée dans les laboratoires peut devenir un objet concret présent dans le monde réel? Comment est-ce qu'une découverte peut devenir un produit? Dans une université généraliste comme l'Université de Genève, on peut dire que la plus grande partie des recherches peut être qualifiée de recherche fondamentale, c'est-à-dire d'une recherche dont l'objectif essentiel est d'accroître les connaissances que nous avons sur le monde à travers les différentes méthodes des sciences qui s'y développent. Et ce n'est qu'ultérieurement, et souvent beaucoup plus tard, qu'éventuellement ces nouvelles connaissances peuvent déboucher sur des applications concrètes dans le monde que nous habitons. Et pourtant, et j'aimerais ajouter aussi que la plupart du temps, ce ne sont pas les auteurs des découvertes faites dans les laboratoires qui réalisent eux-mêmes les applications qui en découlent. Et pourtant, il y a des découvertes faites dans nos laboratoires qui méritent, je dirais, de déboucher rapidement sur des applications concrètes. Mais il faut reconnaître que les chercheurs ne sont guère formés à réaliser cette étape un peu particulière. Ils demandent des compétences à la fois scientifiques, mais aussi de manager ou de commercial, devrais-je dire, puisqu'un produit, c'est quelque chose qui est en facile commercialisé. Et c'est pour ça que l'université a mis sur pied un service qui s'appelle Unitech, et dont je vais vous lire la manière dont il se présente sur son site internet. Unitech est au service des chercheurs et des chercheuses de l'université, des hôpitaux universitaires et de la Haute École spécialisée de Genève pour les aider dans le processus de transfert de technologie. Et ceci à travers un certain nombre de prestations que vous allez découvrir ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir de vous présenter Raluca Flückiger, qui est docteur en biochimie, une discipline qu'elle enseigne d'ailleurs à l'université, et qui travaille à l'Unitech. Si je me réfère encore une fois à son site, au site internet d'Unitech, je vois qu'elle est décrite comme associée au transfert de technologies et de compétences. Elle nous dira tout à l'heure exactement en quoi ça consiste. Pour présenter Raluca, je lui avais demandé de me fournir son CV, ce qu'elle a fait très gentiment, mais tout en me décourageant de l'utiliser, en me disant qu'elle préférait parler elle-même dans le cours de son exposé du parcours qu'il a amené au poste qu'elle occupe aujourd'hui. Et vous verrez que c'est un parcours assez différent du parcours linéaire et classique qui a été décrit la semaine dernière. Je lui laisserai donc la parole, mais je ferai un bref commentaire sur la première ligne de son CV tout de même, pour rappeler que comme Bruno Strasser, que nous avons entendu lors de la première conférence, Raluca a fait sa maturité dans ce collège. J'ai même eu le privilège de la compter parmi les très bonnes élèves de mon cours de physique, et je suis très heureux ce soir de voir qu'en dépit de ce qu'elle a subi dans mes cours, elle a continué à s'intéresser à la science, et c'est un plaisir de lui donner la parole. À vous le micro.
intéressée par l'université et de différents aspects de l'université, notamment même un qui est un peu plus particulier et moins standard, on va dire. Donc moi, effectivement, j'ai fait mon collège ici, donc je me rappelais Monsieur Fornet qui était mon prof de physique, et c'est vrai qu'on a une sorte de... Je constate qu'on est tous très loyaux par rapport à notre collège d'origine, et puis que les intervenants ont souvent passé par là, donc non seulement quand j'ai passé par là, mais j'ai eu 3 gamins qui ont passé aussi, donc voilà, de A à Z. Donc mon parcours, il était un petit peu... je pensais que c'était une bonne idée de contraster un petit peu mon parcours par rapport à celui que vous avez vu la semaine dernière, qui était... enfin, j'espère que vous étiez tous là et que vous l'avez observé, le parcours de ma collègue qui a fait un parcours standard académique, où en gros on fait une thèse de doctorat, ensuite on fait plusieurs postdocs, puis ensuite on essaie de trouver un poste quelque part fixe, faute de quoi on est vraiment très embêté parce qu'on ne peut pas s'éterniser dans des postes temporaires. Donc moi j'ai fait donc, ma thèse ici, ensuite j'étais partie pour faire un cursus tout à fait normal, et puis donc j'ai fait le collège, ensuite les études de biochimie ici à l'Université de Genève, ensuite je suis partie faire un diplôme aux États-Unis parce que ça fait bien de partir ailleurs dans un cursus académique. Ensuite j'ai entamé une thèse ici à Genève. J'ai travaillé pendant 5 ans sur les endosomes de recyclage. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la présentation de Paul et Virginie, eux, ils passent toute leur vie à travailler sur les petites centrioles là, qui sont au centre de la cellule. Moi, c'était les petits endosomes, donc c'est des petites organelles qui sont aussi à l'intérieur de la cellule. Et donc, c'est extrêmement spécialisé, et puis on passe beaucoup de temps à se préoccuper de quelque chose de terriblement pointu. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le film. Enfin, à la fin de ma thèse, j'ai décidé de changer parce que j'avais envie d'avoir un peu plus d'impact. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le film Le Magnifique, à un moment donné, avec Belmondo. À un moment donné, il y a Jacqueline Bisset qui explique sa passion pour le sujet qu'elle présente dans sa thèse de doctorat. Et puis, un gars dans la salle qui fait « Mais on s'en fout de ta thèse !» Et puis, moi, c'est un petit peu comme ça. Je m'identifiais à fond avec cette pauvre dame. Personne ne s'intéressait à ce qu'elle fait. Donc, j'ai décidé de changer de voie. Et au lieu de partir en postdoc, comme j'avais prévu, je suis partie faire de l'édition à Londres. Donc j'ai fait de l'édition dans une maison d'édition scientifique. Donc j'ai lancé le journal, enfin j'ai collaboré à le lancement du journal Nature Reviews Molecular Cell Biology, qui était aussi très spécialisé, mais avait l'avantage de devoir vulgariser en fait un petit peu au moins la recherche. Donc on résumait la recherche des autres pour les chercheurs, pour qu'ils puissent vite prendre connaissance de tout ce qui s'est fait. Et en plus, on devait l'écrire de manière à pouvoir au moins communiquer avec des gens qui étaient spécialisés dans un autre domaine que le nôtre. Donc au moins d'autres biologistes qui ne travaillaient pas sur l'endosome de recyclage pouvaient comprendre ce que j'écrivais là-dedans. Et à la fin de ce parcours-là, j'ai voulu revenir à Genève, et puis là, j'ai évalué plusieurs possibilités au niveau de la communication, donc l'interface entre l'université et puis le grand public, donc essayer de communiquer la science à d'autres. Mais pour finir, je me suis décidée d'aller dans le transfert de technologie, qui est une autre interface, celle entre l'université et l'industrie. Et en fait, il y a plein de jobs, donc comme le monde académique est tellement spécialisé, donc chacun comprend vraiment son petit domaine de recherche, il y a pas mal de jobs maintenant qui se créent à l'interface entre ces jobs très très spécialisés et puis le grand public, l'industrie, d'autres branches, etc. Donc on a besoin de gens qui sont formés dans la spécialité, mais qui peuvent en fait communiquer en dehors de cette spécialité avec d'autres gens pour créer des interactions. Donc dans ce contexte, voilà, donc ça fait 23 ans que je suis en transfert de technologie maintenant, dans une tech à l'Université de Genève. Donc, venons-en au fait. L'Université de Genève, et toutes les universités ont en fait plusieurs missions. Donc, la première mission que tout le monde connaît, c'est l'enseignement. Donc là, à l'Université de Genève, donc on a 18 000 étudiants auxquels on enseigne. Il y a 639 formations qui sont dispensées, 9 facultés, donc c'est une grosse université. Là, c'est mes premières œuvres avec ChatGPT, j'en suis très fière. Donc, c'est pas du tout comme ça que ça se passe à l'Université de Genève, donc on n'a pas du tout les chapeaux et les manteaux, mais bon, c'est Chat qui a décidé de faire ça comme ça. Voilà. Donc, en Suisse, il y a aussi énormément d'étudiants, il y a 200 000 étudiants à travers la Suisse, et puis si on calcule, si on évalue, on estime le nombre d'étudiants à travers le monde, il y a 125 millions d'étudiants, donc c'est une activité extrêmement soutenue, l'enseignement universitaire. Après, la deuxième mission de l'université, c'est la recherche. Donc là aussi, l'Université de Genève, on a
gros budget de recherche, 850 millions par année, 600 professeurs, presque 4000 chercheurs, et puis régulièrement dans tous les classements internationaux, on sort quelque part dans les 100 premiers au niveau mondial, donc parmi 15 000 universités, donc on est très bon à Genève. En Suisse, la densité de chercheurs par habitant est de 6 chercheurs par 1000 habitants, donc c'est très dense, c'est bien au-dessus de la moyenne du monde riche, qui est de 4 chercheurs et demi par 1000 habitants. Donc il y a pas mal de monde qui fait de la recherche. Et le résultat de toute cette recherche, c'est essentiellement des publications. Donc en Suisse, on a en moyenne 9 publications pour 1000 habitants, donc ça fait pas mal de publications par chercheur. Maintenant, dernièrement, donc sur les 20 dernières années environ, il y a la 3e émission de l'université qui a pris de l'importance, où l'université sort un petit peu de sa tour d'ivoire et essaye de parler aux gens, et essaye de communiquer ce qu'elle fait, et puis de participer à la vie de tous les jours, plus ou moins, autant qu'elle peut. Donc d'une part, on diffuse énormément de communiqués de presse, donc chaque fois qu'on a une publication, on diffuse les informations dans la grande presse, à travers des revues de presse, où tous les articles les plus excitants sont résumés et vulgarisés de manière à ce que n'importe qui puisse les comprendre. Et donc on a énormément de communication qui a lieu à travers ce canal. Après, il y a aussi un tas d'événements qui sont créés, donc vous avez parlé d'École Wright, mais il y a aussi un tas d'autres colloques et de conférences. On a la semaine de l'entrepreneuriat qui est chaque année une semaine où il y a des tas de choses qui se passent autour de l'entrepreneuriat. La semaine de la démocratie maintenant. Donc il y a beaucoup d'interactions avec le public en fait qui se font, donc beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et dernièrement, il y a le transfert de technologie qui est le sujet de cette discussion ici. Donc je voulais juste prendre ce temps pour introduire pour poser le contexte. Donc ça fait partie de toutes ces activités que l'université entreprend pour faire partie en fait de la société. Donc de manière formelle, le transfert de technologie est défini comme le transfert par Wikipédia, donc c'est pas moi. Donc le transfert de technologie est le processus désignant le transfert formel, et formel c'est important, à l'industrie de découverte résultant de la recherche universitaire dans le but de les commercialiser sous forme de nouveaux produits ou services utiles pour la société. D'accord ? Donc ce qu'on veut, c'est que la recherche, elle ne s'arrête pas à une publication, parce que c'est ce qu'on fait dans la 2e mission de l'université qui est la recherche. Donc on cherche, on trouve et on publie. Et puis après, on cherche autre chose. Donc là, on veut aller plus loin, on veut aller au-delà de la publication et on veut faire en sorte que les produits sortent carrément de l'université et qu'on puisse les utiliser pour de vrai, pour un vrai produit. Il y a plusieurs manières de le faire. Donc les 2 principales, c'est les collaborations et la valorisation des inventions. Donc pour les collaborations, il y a plusieurs sortes de collaborations. Donc le concept de collaboration, c'est qu'un laboratoire académique collabore avec un partenaire industriel pour ensemble générer une invention. Donc on travaille ensemble sur une thématique d'intérêt et on essaie de trouver ensemble une solution pratique à certains problèmes qui se posent. Donc là, on a des financements soit publics, soit privés. Donc soit c'est le partenaire industriel qui lui-même finance cette recherche, soit on a des financements publics qui viennent pour financer cette collaboration de manière à pouvoir fournir des solutions pour l'industriel et qu'il puisse avancer et faire des produits. Après, on a de plus en plus dernièrement des grands consortiums où il y a tout un tas de partenaires, genre, par exemple les projets européens, on a une trentaine de partenaires parfois qui collaborent, donc c'est 30 universités à travers le monde, plus encore 2-3 sociétés qui ensemble essayent de résoudre un grand problème de grand intérêt pour le public. Donc ça, c'est typiquement des choses qui se font avec des financements publics où, par exemple, la Commission européenne, avant qu'on soit viré du programme Horizon parce qu'on n'a pas voulu signer ce contrat cadre, mais en général, avant, ils finançaient ce genre de projet. Il y a aussi la Confédération qui finance pas mal de projets de l'intérêt national. Donc ça, c'est un autre type, et ça, c'est des constructions qui sont assez difficiles à gérer, puisque quand on a 30 partenaires, vous imaginez que c'est pas évident de tous les aligner. Pour gérer ces collaborations, il y a toujours des contrats de collaboration qui doivent être mis en place, donc ça c'est quelque chose que notre bureau y gère. Il faut qu'on définisse qui fait quoi, qui paye quoi, d'où viennent les financements, est-ce qu'on a le droit de publier, est-ce qu'il faut garder la confidentialité, qui est responsable si quelque chose foire, le droit, donc il y a plein de termes légaux là-dedans. Donc voilà, tout un tas de choses qui
qui se retrouvent dans tous les contrats. Et ces contrats sont extrêmement surveillés. Donc le rectorat nous impose des limites vraiment très très sévères par rapport aux contrats qu'on peut faire avec l'industrie. Donc au niveau du choix du partenaire, donc par exemple on ne veut pas travailler avec la mafia russe, ou je sais pas, juste un exemple. Au niveau des considérations éthiques, on n'a pas le droit de faire des contrats par exemple avec des boîtes de cigarettes, donc tout le tabac est interdit. Je pense que tôt ou tard, on va nous interdire de travailler avec les boîtes de pétrole aussi. Après, on fait attention au niveau du conflit d'intérêts, donc on ne veut pas que les chercheurs impliqués dans une recherche au niveau académique puissent en bénéficier eux-mêmes à titre personnel ou financier. Donc, par exemple, si un chercheur a un contrat de consulting avec une boîte et qui ressort plein d'argent par le biais de ce contrat de consulting, et puis qu'après, avec son laboratoire, il fait de la recherche pour la boîte qui est largement sous-évaluée au niveau financier, clairement, il y a un problème. Donc, on fait un peu attention à ce genre de choses. Après, les considérations financières, il ne faut pas qu'on perde, donc il faut quand même que les coûts de la recherche soient couverts correctement par le partenaire. La liberté académique, extrêmement important de pouvoir publier librement ses résultats, donc on n'a pas le droit de dire qu'est-ce qu'on a le droit de publier et pas publier. Et donc tout ça doit être fait dans une transparence totale. Donc au point où maintenant, dernièrement, donc, on vient de nous donner notre... Donc chaque fois qu'on fait un contrat, on le négocie, puis après on va le transmettre pour signature au rectorat, et on a une fiche d'accompagnement dans laquelle on explique les risques. Et ben là, notre fiche, elle commence à prendre une taille énorme, ça fait 5 pages maintenant. Donc elle a passé de ça à 5 pages. Donc il y a tout le temps des audits et tout le temps une surveillance, et puis vraiment on est tenu de manière très stricte là. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on veut éviter ce genre de choses. Donc le cauchemar absolu pour toute université, c'est de finir dans la presse avec un titre qui met en doute comment dire, qui nuit à notre réputation, on va dire. Donc je fais ça exprès, le PFL, comme ça fait une petite pique, parce qu'il faut effacer. Voilà, donc ça c'était un aspect, donc ça c'est les collaborations. Puis après, l'autre aspect, c'est la valorisation des inventions. Donc ça, le concept est un petit peu différent. Donc pour les collaborations, vous avez vu qu'on travaille ensemble sur une problématique. La valorisation des inventions, c'est complètement différent. On fait de la recherche, et puis dans le cadre de sa recherche, hop, on trouve une idée, et puis on invente un truc. Et puis après, on se demande, mais qui c'est qui pourrait bien vouloir utiliser ce truc? Et puis là, on essaie de trouver un partenaire industriel qui veut bien le développer plus loin. Donc c'est une sorte de relais. Donc on fait l'invention dans l'université, puis ensuite on passe le relais à l'industrie pour qu'elle développe un produit. Et ça, c'est typiquement toujours financé par des financements privés, puisqu'il faut que quelqu'un s'intéresse à ce truc-là. Donc il faut qu'il y ait un besoin du marché, et il faut qu'une industrie ait envie d'utiliser notre technologie. Et alors, c'est elle qui payera pour pouvoir l'utiliser. Ce genre de valorisation, ça se fait à travers des sociétés existantes, donc grosses boîtes qui cherchent de remplir son pipeline, et puis là on va lui passer les droits pour exploiter nos technologies. Ou alors ça peut être fait à travers une start-up qu'on crée exprès pour développer une technologie pour amener un produit sur le marché. Et donc vous rencontrez les termes start-up régulièrement dans la presse. Il y a aussi le terme spin-off. Donc spin-off, ça veut dire une start-up qui a démarré à partir d'une technologie d'une université avec une licence. Donc c'est quelque chose de plus strict comme définition. Start-up, c'est plus large. N'importe quelle nouvelle création de société mène à une start-up. Et en fait, c'est une activité qui est extrêmement répandue. Donc là, j'ai juste listé quelques inventions qui ont changé le monde. C'est un vieil diapo que j'ai développé la première fois que j'ai commencé à enseigner le transfert de technologie il y a une vingtaine d'années. Donc depuis, il y a pas mal de choses qui se sont rajoutées. Donc, par exemple, le Covishield, là, je l'ai rajouté très dernièrement. J'ai juste quelques exemples, que je vous pointe là dans la liste. Donc si vous prenez par exemple, il y a des médicaments, le Mtriva. Ça, c'est un médicament qui a été développé par l'université de Emory aux États-Unis. C'est un anti-HIV. Et ça a été développé, donc là, il n'y a pas vraiment une histoire derrière. Voilà, ils ont fait une invention, ils ont trouvé une molécule, ils l'ont passé à l'industrie l'a développé, a fait un médicament, et l'université a reçu quelque chose comme 500 millions de dollars en échange. Donc c'était une jolie histoire de succès de transfert de technologie. Après, il y a des histoires un peu plus compliquées. Donc, par exemple, le Taxol synthétique. Donc, le Taxol est un anticancéreux
s'appelle aussi Paclite Axel. Donc c'est un composé qui a été découvert dans les années 60, donc à partir de l'écorce de l'if. À partir de l'écorce de l'if du Pacifique. Le l'if du Pacifique est un arbre, une espèce menacée, et donc c'est un. Bon, je crois que je vais devoir passer au micro. Je passe à ça ou bien on essaie encore un petit moment? J'essaie encore un petit peu. Donc dans les années 60, on a découvert en fait les propriétés anticancéreuses de l'écorce de l'arbre. Et après, ils ont mis 5 ans à peu près pour identifier la substance à l'intérieur de l'écorce de l'arbre qui avait cette propriété anticancéreuse. Donc ça, c'était le taxol. Et puis après, ils ont fait des études cliniques et puis ils se sont aperçus que dans les années 80-88, ils ont remarqué qu'effectivement, dans les études cliniques, il y avait un réel effet anticancéreux sur les patients. Le problème était qu'il y a 2 problèmes. Un, c'est qu'ils ne pouvaient pas breveter le taxol puisque c'était une substance naturelle et on ne peut pas breveter les substances naturelles. Et d'autre part, quand on prenait l'écorce de l'arbre, ça tuait l'arbre. Et comme c'était une espèce menacée, et qu'en plus, il y avait la chouette tachetée qui était aussi habitée exclusivement sur l'île du Pacifique, autre espèce menacée. Donc en gros, si on avait utilisé cette source de composés, on aurait éliminé de la planète 2 espèces menacées. Donc ça n'allait pas du tout. Donc il y a eu des effets acharnés pour développer après dans les laboratoires de l'université de, que je ne dise pas de bêtises, Florida State University. Ils ont développé une méthode de synthèse du taxol qui était semi-synthétique et qui partait à partir des aiguilles de l'if, des aiguilles de l'if commun, plus celui qui est menacé, mais un autre qui était partout. Et en plus, ça ne tuait pas l'arbre. Donc ça, c'était déjà bingo. Donc ils ont breveté ce procédé pour produire ce composé. Et ensuite, ils ont développé carrément une méthode synthétique. Donc il y a eu, finalement, ils ont pu breveter quelque chose, ils ont pu donner une licence à Bristol Myers Squibb, une compagnie pharmaceutique, et ils ont pu vendre ce médicament. Et l'université a quand même reçu 300 millions en royalties. Autre histoire que tout le monde connaît probablement, c'est celle de Google. Ça aussi, ça vient de l'université. Donc ça vient de l'université de Stanford, où Larry Page et Sergey Brin, les 2 doctorants, ont développé ensemble un moteur de recherche qui s'appelait PageRank à l'époque. Et puis après, ils ont essayé de le licencier ils l'ont breveté, et puis ils ont essayé de le licencier à des sociétés, mais en fait ça s'est pas bien passé, soit les sociétés ne voulaient pas payer assez, soit, bref, il n'y a pas eu d'entente, et pour finir ils ont décidé de faire ça eux-mêmes, donc ils ont lancé Google. Google a marché d'enfer, donc ils l'ont appelé Google au lieu de PageRank, parce que ça sonne mieux. Donc Google, c'est le terme qui définit le nombre qui a 1 suivi de 100 zéros, donc ça a une signification ce terme. Et puis ils ont lancé ça a marché d'enfer. L'université leur a licencié le logiciel et a reçu en retour des actions de la société. Et après, quand elle a pu vendre les actions de la société, elle s'est fait 300 millions. Et Google est devenu vraiment le truc incontournable que plus personne ne peut vivre sans. Autre exemple, Gatorade. Alors là, on est complètement dans un autre registre. Gatorade, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la boisson orange fluo là, des États-Unis, une boisson énergisante. Donc ça, c'est une histoire assez amusante. C'est à l'université de Floride qu'ils ont développé ça, donc de nouveau dans une université, mais c'est pas tout à fait aussi mainstream que ce que je viens de vous raconter avant, dans le sens que c'est développé ça a été initié par les coachs de l'équipe de foot américain, donc les Gators, qui sont à l'université de Floride. Les Gators, ils avaient pas juste tendance à perdre parce qu'ils étaient crevés pendant le 3e et le 4e quart du match. Leur coach est allé voir un des médecins, des chercheurs de l'université pour se plaindre que son équipe était crevée et puis déshydratée. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Alors le médecin a bien analysé l'équipe, il a regardé ce qui se passe et il a remarqué qu'ils ont besoin d'électrolytes. Alors ils ont concocté une boisson avec du sucre et du sel pour les réhydrater. Et puis après, il a demandé au coach est-ce qu'il a le droit d'expérimenter un peu sur son équipe. Et le coach a dit ouais bon, mais prenez seulement l'équipe de relève, les principaux là, on ne va pas les toucher pour l'instant. Donc il a expérimenté sur l'équipe de relève.
Et puis il leur a fait boire ce truc, ils ont tous vomi, c'était dégueulasse. Après, la femme du coach leur a proposé de mettre un peu de jus de citron dedans, et puis paf, on a le Gatorade comme on le connaît aujourd'hui. Et suite à ça, il y a eu pas mal de litiges, parce que évidemment, comme c'était le coach de l'équipe de foot, plus un chercheur, et puis c'était dans les années 70, avant qu'on ait des bureaux de transfert, donc c'est parti un peu comme ça dans l'industrie pour la commercialisation. Et après, quand l'université a vu que ça se vendait comme des petits pains, ils étaient là, et non alors, est-ce qu'on peut avoir des sous aussi? Alors, du coup, il y a 3 ans de litige, et puis pour finir, ils ont eu quand même une participation, puisque c'est quand même dans le cadre de l'université que ça avait été développé. Et puis, peut-être dernier que je mentionne, si j'ai encore quelques minutes, le Covishield. Donc ça, c'est le vaccin Covid qui a été développé très récemment, en fait, avec une collaboration entre Oxford et le NIH. Après, ça a été licencié à AstraZeneca. Donc en fait, Oxford était financé par la Gates Foundation, et puis là, c'est la Gates Foundation. Enfin, Oxford était parti sur l'idée de faire ça de manière non-for-profit. Donc ils ne voulaient pas commercialiser, ils voulaient juste donner libre accès à tout le monde. Mais la Gates Foundation les a poussés en fait de collaborer avec AstraZeneca et leur donner une licence de manière à ce que ça soit développé de manière rapide et efficace par une boîte pharmaceutique spécialisée. Donc du coup, ils sont partis sur une licence, et puis malgré toute la communication, comme quoi c'était pour le bien de l'humanité, et puis non-for-profit pour finir, ils se sont fait quand même 150 millions en une année. Par contre, ce qu'ils ont pu faire à travers la licence contrôlée par le bureau de transfert de Oxford, c'est de pouvoir se ménager le droit d'avoir les 100 premières doses pour l'Angleterre, et puis les 300 premières doses pour les États-Unis. Donc, dans le cadre du contrat de licence, ils ont déjà pu contrôler un tout petit peu dans quelle direction ça allait partir, de manière à avantager leurs propres intérêts ou ceux du pays. C'est développé à 97% avec des fonds publics, ce vaccin, ce qui fait que les gouvernements ont eu pas mal à dire dans la manière dont c'était structuré cette licence. Donc voilà, ça c'était un petit peu quelques exemples, juste pour donner un panoplie à travers le monde de qu'est-ce qui s'est fait dans le passé. Maintenant, le transfert de technologie donc, académique en bonne et due forme est apparu aux États-Unis autour des années 80. Donc, plusieurs des exemples que j'ai donnés là étaient en fait avant. Dans les années 80, il y a eu l'acte Bayh-Dole qui a été mis en place aux États-Unis. Et cet acte définissait que les universités étaient propriétaires des résultats de recherche financés par les fonds publics. Ils étaient encouragés à breveter et à commercialiser les inventions, et ils devaient partager les retours avec les chercheurs. Et tout ça, c'est largement repris dans la loi sur la recherche suisse et qui détermine un peu la politique en matière de transfert de technologie chez nous dans les institutions suisses. En Europe, c'est arrivé autour des années 2000. Et puis en Suisse notamment, la plupart des bureaux de transfert ont été mis en place autour de l'an 2000, 1998 par là. Et avec quelques-uns qui étaient un petit peu plus tôt, le PFL par exemple c'était un peu plus tôt, et puis l'Université de Bâle aussi c'était un petit peu plus tôt. Mais globalement les autres c'était tous autour de cette période-là. Maintenant, avec le temps, les universités ont commencé à s'inquiéter parce qu'il y avait celles qui n'avaient pas assez de revenus grâce à travers le transfert de technologie et qui étaient un peu embarrassées parce qu'ils ne faisaient pas ça assez bien. Et il y avait celles qui avaient trop d'argent aux États-Unis, notamment, parce qu'ils avaient eu un ou deux blockbusters du genre ceux que j'ai mentionnés avant. Et puis du coup, comme ils avaient trop de rentrées, ils ont perdu leur statut tax exempt. Donc normalement, une université ne paye pas d'impôts. Ils se sont chopés des impôts parce qu'ils avaient trop de revenus. Alors du coup, on a beaucoup commencé à rediriger la communication du revenu vers l'impact. Donc on est beaucoup plus intéressé par les histoires de quel produit est-ce qu'on a généré plutôt que combien d'argent on s'est fait. Et aux États-Unis, notamment, l'association des gens du transfert de technologie, qui s'appelle Autumn, ils publient chaque année le Better World Report, qui est une collection d'histoires de transferts réussis où on a créé un produit utile pour la société. Aux États-Unis, c'est une activité qui a pris des proportions vraiment importantes. Donc en 25 ans, ils ont contribué, on estime, c'est pour ça que c'est les chiffres donnés par le transfert de technologie, donc c'est peut-être un peu exagéré, mais ça ne doit pas être loin. Donc ils ont contribué 1 000 milliards de dollars au GDP des États-Unis, créé 6 millions de jobs, 500 000 annonces d'invention qu'ils ont traitées, 120 000 brevets délivrés, 17 000 startups. C'est des chiffres vraiment substantiels, c'est pas un petit truc anecdotique. Et 200 médicaments sur le marché, donc vraiment des gros chiffres. Et même en Suisse, c'est pas
pas négligeable. Hein. Donc, en Suisse, on a 7 grosses universités, quelques-unes un peu plus petites, et puis toutes les HES. Donc, à nous tous ensemble, ça c'est un petit peu le output de ce qu'on a généré. Donc, on a près de 3000 collaborations. 2023, d'ailleurs, c'était une mauvaise année hein, parce qu'on a eu le Covid. Donc, pendant le Covid, c'est un monstre pic d'activité pour le transfert de technologie parce que les profs, ils pouvaient pas tellement aller au laboratoire, ou alors ils allaient au laboratoire pour travailler sur le Covid. Sinon, les laboratoires étaient un peu fermés, donc ça leur a donné du temps. Donc, ils ont annoncé énormément de technologies. Donc, on a eu plein d'activités en 2021, comme ça. Puis après, il y a eu la chute après coup. Et puis, 23, c'était un peu sur la remontée, mais c'est pas encore normalisé. Donc, bref, même avec ça, on a eu quand même 3000 collaborations, 600 annonces d'invention, plein de demandes de brevets, 888 licences, et puis dans nos startups, à nous tous ensemble. Donc, c'est nettement plus petit et plus modeste que les États-Unis, mais c'est quand même pas négligeable. Donc maintenant, concrètement, pour aller de l'idée au produit, on peut découper ça en 4 étapes. D'abord, on fait une invention, ensuite on développe le produit, ensuite on se préoccupe de comment produire le produit, et ensuite on doit le vendre. Si on envisage un transfert informel, donc pas le transfert formel qui est le transfert de technologie, mais une manière informelle de transférer, on peut s'imaginer que l'université fait une invention, mais qu'après, elle ne peut pas continuer à développer le produit, c'est pas sa vocation, c'est pas sa mission, elle n'a pas les moyens et les compétences. Donc il faut passer la main. Donc si l'université se contente de publier, comme ce qu'elle fait normalement, dans certains cas, ça peut suffire. Donc, les industriels peuvent se servir dans la littérature publique, voir comment c'est fait, et puis reproduire les inventions eux-mêmes chez eux. Donc ça, c'est une manière informelle, quelque part, de transférer aussi les inventions. L'Université de Genève a d'ailleurs la distinction douteuse d'avoir été citée dans le Nature Innovation Index comme 2e au niveau mondial pour le niveau d'inventivité. Simplement, ce Nature Innovation Index, il mesure la contribution d'une institution au brevet des autres. Donc en gros, on a vachement bien publié, et puis les autres se sont bien servis dedans, et puis ils ont pu faire des tas de choses très bien avec nos inventions qu'on n'a pas brevetées. Donc le recteur était hyper content, il a tweeté ça partout, il était très fier de ces distinctions, mais nous, au transfert de technologie, on s'est dit que ouf, c'est pas forcément que positif, disons. Voilà. Pardon. Après, qu'est-ce que je vais dire ? Oui, maintenant, cette méthode informelle de transmettre les informations à l'industrie, elle marche pour certaines choses, mais l'industrie, si un industriel peut trouver l'information, les autres aussi ils peuvent. Donc ce qui fait que si tout le monde trouve l'information, tout le monde peut faire la même chose, et puis il y a une concurrence dingue qui s'installe. Ce qui fait que, je vais faire maintenant une parenthèse sur la concurrence. Donc dans le monde commercial, si on veut être compétitif, on doit avoir soit le premier produit sur le marché, de manière à ce que les gens s'habituent à notre produit, soit avoir un meilleur produit que les autres, soit avoir un meilleur vendeur que les autres. Donc il y a plein de moyens, mais il faut toujours courir pour être plus rapide que la concurrence. À la place de quoi? On peut simplement s'acheter un titre de propriété intellectuelle qui nous donne l'exclusivité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est quelque chose de super important dans toutes les industries qui ont un temps de développement long, comme par exemple un produit pharmaceutique. Donc un produit pharmaceutique, il est développé, il y a toute une recherche qui mène à une invention. Ensuite, on a un composé, on se dit prometteur, on va l'amener dans des études précliniques, c'est-à-dire qu'on le teste sur les animaux pour vérifier qu'il n'y a pas trop de toxicité avant d'aller chez l'humain. Ensuite, on a les essais cliniques chez l'humain. On a la phase 1 où on le donne à très peu de patients juste pour vérifier qu'il n'y a pas de grosse toxicité. Et puis, on ne le donne pas à des patients, mais à des gens sains. Ensuite, la phase 2, on le donne à des patients malades pour vérifier s'il est efficace. Donc, là, il y a un peu plus de patients, donc là, typiquement quelques centaines. Et puis après, si ça marche bien sur cette première population, là, on va aller en phase 3, où on va donner à plein de monde pour pouvoir vérifier que c'est effectivement efficace chez tout le monde et qu'en plus, on ne va pas soulever des effets secondaires qu'on avait loupés au début parce qu'il y avait tellement plus de patients. Pardon. Donc, c'est tout ça. Et une fois qu'on a fait la phase 3, là, on peut demander une autorisation de mise sur le marché et commencer à vendre. Et puis, de nos jours, on fait même une sorte de phase 4
4 plus tard, qui est une sorte de surveillance constante pour voir s'il n'y a pas des effets à long terme. Donc tout ça, de nos jours, ça prend 12 ans et ça coûte 2 milliards. Donc c'est extrêmement long et extrêmement cher. Donc les compagnies pharmaceutiques, pour développer tout nouveau médicament, elles doivent passer 12 ans et mettre 2 milliards. Ce qui fait que si maintenant ils se mettent à vendre, évidemment, ils vont payer, les médicaments coûtent très cher parce que les boîtes pharma, elles veulent récupérer la mise, puisque pendant 12 ans, ils n'ont rien gagné et peu investi. Donc c'est pour ça que les médicaments sont si chers, c'est parce qu'ils doivent récupérer les 2 milliards qu'ils ont mis dedans avant de pouvoir vendre. Donc c'est une industrie qui a une marge de 70%, qui est assez inhabituelle. Maintenant, si on imagine qu'une fois que le médicament est sur le marché, c'est dur à faire, c'est dur à développer un médicament, mais c'est très facile à copier. Donc si on était dans un marché libre et que n'importe qui pouvait venir après prendre le médicament et le copier et puis vendre aussi, donc vendre des génériques, ben là on serait vraiment embêtés parce qu'ils n'arriveraient jamais à récupérer les 2 milliards qu'ils ont mis si droit derrière il y a la concurrence qui venait vendre en même temps. Donc ça c'est un modèle qui ne marche pas. C'est pour ça que l'industrie pharmaceutique est totalement dépendante des brevets, elle ne peut pas fonctionner autrement. Parce que ce que ça permet de faire un brevet, c'est de repousser justement cette concurrence pendant une période d'exclusivité où elle est seule à pouvoir vendre. Donc pendant toute cette période qui est en rouge là, ils peuvent vendre au prix qu'ils veulent, essentiellement, sauf prix négocié avec les instances de remboursement, et ce qui leur permet de récupérer la mise investie pendant les 12 ans et 2 milliards. Et après seulement, il y a les génériques qui arrivent. Et cette exclusivité, ils se la garantissent avec des types de protection intellectuelle qui sont typiquement des brevets. Donc pour chaque médicament, il y a au minimum 1, voire des dizaines de brevets. Donc je crois que le record est détenu par un médicament qui a 72 brevets pour le même médicament. Donc là, ça devient un petit peu excessif. Donc les types de propriété intellectuelle, une petite parenthèse, donc il y en a plusieurs. Les brevets, ça couvre les inventions techniques, donc tout ce qui est solution technique à un problème technique. Les designs, donc marque, pas de modèle déposé, c'est tout ce qui est décoratif, donc par exemple, et qui n'a aucune fonction technique. Donc par exemple, le fait que les tachomètres soient ronds, les smart, n'a aucune fonction technique, c'est juste joli. Ensuite, le marque déposé, ça c'est le nom, par exemple, la smart. C'est aussi le symbole qu'on utilise. Et puis les droits d'auteur, là c'est le manuel, donc tout ce qui est écrit ou toute œuvre d'art, la musique aussi, c'est sous droit d'auteur. Donc voilà, donc ça c'est un peu les grosses catégories de propriété intellectuelle. Alors nous à l'université, on travaille beaucoup avec les brevets. Je suis en retard. Donc les brevets, c'est un contrat, c'est un droit exclusif que donne un gouvernement et il donne le droit d'empêcher les autres de faire la même chose que vous. Donc ça permet d'interdire de produire une invention, de l'utiliser, de l'importer, de l'exporter et de la vendre. D'accord? Donc en gros, vous êtes les seuls à droit, vous avez le droit d'empêcher les autres de le faire. Le territoire est limité à un pays, donc dans chaque pays vous devez avoir un brevet si vous voulez utiliser le brevet dans ce pays-là. Et puis la durée est limitée à 20 ans. Et en contrepartie d'avoir ce droit, on doit payer des tas de taxes très chères, et puis on doit divulguer la totalité, tous les détails de l'invention, de manière à ce qu'à la fin du brevet, quand il va expirer, tout le monde pourra le copier facilement. La difficulté avec le brevet, c'est que c'est pas qu'on peut juste acheter un brevet, c'est qu'on fait une demande de brevet, et puis après il y a un examen par un examinateur, et puis il est délivré ou pas. Selon s'il est en ligne avec les critères de brevetabilité. Et ça protège des inventions, donc des solutions techniques à des problèmes techniques. Et le domaine du brevetable est défini en fait par exclusion. Donc il y a des choses qu'on n'a pas le droit de breveter, comme par exemple des méthodes thérapeutiques sur l'être humain ou sur les animaux, ou bien des logiciels en Suisse, ou bien tout ce qui est immoral, les perpétuums mobilés. Donc il y a des trucs bizarroïdes qui sont dans le droit. Enfin, tout un tas de choses qu'on n'a pas le droit de breveter, et puis par exclusion, tout le reste, on a le droit de le breveter. Et puis les critères de brevetabilité, il faut que ça soit nouveau, il faut que ça soit inventif, et il faut que ça soit utile. Voilà. Les brevets académiques, donc, on en utilise beaucoup. Ça a des avantages. C'est hyper important pour tout ce qui est transfert vers les industries à temps de développement long, comme ce qu'on a vu, tout ce qui est pharmaceutique.
c'est essentiel pour permettre au spin-off d'avoir des investissements. Donc un capital risqueur ne va jamais investir dans une boîte qui n'a pas de la propriété intellectuelle, parce que sinon n'importe qui peut venir faire la même chose. Aussi, dans notre monde, on ne peut pas travailler avec le secret, ce qui fait que nous, ça nous permet de publier en fait, les brevets. Donc, du moment où on a breveté, après on peut divulguer l'invention et on est protégé quand même. Alors que dans l'industrie, des fois, ils pouvaient juste ne pas en parler, puis ça resterait un secret. Mais ça, chez nous, ça ne marche pas, vu qu'on doit tout publier. Et puis, ça permet d'obtenir un retour financier pour l'institution, ce qui n'est pas négligeable. Alors, il y en a qui disent que pourquoi on voudrait ça, mais moi, je trouve que c'est très utile, parce que c'est des inventions faites avec l'argent public, ce qui fait qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les boîtes qui s'en mettent plein les poches. Mais il y a des avantages, dans le sens qu'ils coûtent très cher. Et puis aussi, les chercheurs, ça ne les amuse pas du tout de devoir travailler sur des brevets, parce qu'ils n'ont pas du tout ça comme leur mission principale. Donc maintenant, si on revient à notre procédure de comment faire un produit, le breveter, l'invention, ça vient direct après. Une fois qu'on a fait l'invention, maintenant il faut la breveter. Donc là de nouveau, on peut breveter, mais après on ne peut pas développer. Donc du coup, il faut qu'on trouve un moyen pour passer les droits de l'université à l'industrie, et on doit leur donner les droits d'exploitation. Donc ça, c'est le transfert formel. Et les droits d'exploitation sont transférés à travers des licences sur des brevets. Donc on garde la propriété du brevet, mais on le loue à la boîte pour qu'elle puisse l'exploiter. Et puis en contrepartie, elle nous file un loyer qui sont les retours sur les ventes, par exemple. Et donc on essaie de récupérer un peu des sous avec tout ça. Et si on arrive à récupérer des sous, donc en général, le paiement, c'est toujours un pourcentage des revenus de la boîte. Ce qui fait que si eux, ils n'arrivent pas à faire du revenu avec, nous non plus, on n'en aura pas. Et ça, c'est parce que nos inventions sont tellement en amont que personne ne veut vraiment payer du cash pour pouvoir les utiliser, parce qu'on ne sait jamais si ça va aller jusqu'au bout. Et si on reçoit de l'argent, on le partage avec les inventeurs, le laboratoire et l'université. Alors, la nouveauté, dans le processus de valorisation, donc en gros c'est très linéaire, donc il y a le chercheur qui va inventer un truc, il va nous l'annoncer, et puis après, nous on va travailler avec lui pour essayer de comprendre si on peut en faire quelque chose ou pas. Donc il y a cette évaluation qui a lieu, donc on va évaluer si c'est brevetable, et on va évaluer s'il y a un potentiel commercial. Alors, l'évaluation, on a souvent des soucis avec la nouveauté, parce que comme on est en milieu académique et qu'il y a beaucoup de publications, des fois il y a des divulgations. Donc ça c'est juste un exemple pour expliquer à quel point les examinateurs prennent la nouveauté au sérieux. Donc là, on est en 64, il y avait un bateau qui avait coulé au large du Koweït, et puis il avait des moutons à bord, et puis genre 7000 moutons ou tout le genre, et les gens commençaient à paniquer que les moutons, les carcasses allaient pourrir, et puis empoisonner l'eau du Koweït, le potable du Koweït. Et c'était urgent de remonter vite le bateau pour pas que toutes ces carcasses pourrissent à l'intérieur. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé une technologie pour remonter le bateau, et ça consistait à enfoncer des billes de Sagex dedans, dans le bateau. Donc on pompait les billes de Sagex dedans, puis comme les billes de Sagex sont très légères, ça faisait flotter le bateau, puis ça a quand même marché, ils ont réussi à remonter le bateau. Puis c'était tellement cool qu'ils se sont dit, brevetons ça. Alors, donc c'est Karl Kreuer, le gars qui a inventé ça, c'était un Danois, et puis il a déposé des brevets un peu partout, et puis il n'a pas eu de bol parce que l'examinateur de brevets hollandais, il avait une culture générale extrêmement étendue, aussi à des domaines inhabituels. Et il a déterminé que dans Picsou Magazine, Riri, Fifi et Loulou avaient enfoncé des billes de ping-pong dans le bateau pour le faire remonter. Donc du coup, le gars, il a décrété que non, c'est pas nouveau, quelqu'un l'a déjà décrit, et puis il a rejeté le brevet sur ces bases-là. Donc ils sont hyper stricts avec la nouveauté, ça nous casse les pieds. Après, un autre exemple fameux, ça c'est le Cohen et Boyer, donc ça c'est les gars qui ont inventé le clonage de l'ADN. Donc en gros, il y en a un qui bossait sur les ADN circulaires et l'autre travaillait sur des enzymes qui coupent l'ADN de manière très précise. Et à eux deux, ils ont déterminé comment faire pour mettre un bout d'ADN, un gène dans un ADN bactérien, de le mettre dans une bactérie, puis faire exprimer la protéine par la bactérie. Donc c'est l'ancêtre de la biotechnologie. Il y a vraiment un tas de ça a ouvert tout un pan de recherche et de production. Donc à eux deux, ils ont inventé ça, et le problème c'est qu'ils ont commencé par le publier dans un journal scientifique. Et ils n'avaient pas du tout envie de le valoriser, ils voulaient vraiment y aller comme ça.
couloir académique, disons. Mais le gars du transfert de technologie, il a vu ça dans le journal, dans le New York Times, et il s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont publié. Alors il a vite couru après, il les a convaincus de quand même déposer une demande de brevet. Et il a pu faire ça parce qu'aux États-Unis, on a 1 an après avoir publié soi-même son invention, on a encore le droit de la breveter pendant 1 an. Mais ça marche que aux États-Unis, nulle part ailleurs. Donc ils ont quand même réussi à déposer quelque chose aux États-Unis, puis après le gars du transfert de technologie a eu une manière assez ingénieuse de valoriser ces brevets, dans le sens qu'il les a licenciés à, je ne me rappelle plus combien c'était, 468 compagnies. Donc il a licencié ça de manière très très large pour pas cher. Donc chaque boîte a payé très peu. Pour finir, ils ont quand même fait 250 millions grâce à ça. Mais l'avantage d'avoir eu des tarifs très très bas, c'est que personne n'a essayé de vraiment éviter la licence et puis de bricoler pour essayer de ne pas prendre la licence. C'était beaucoup plus facile de prendre la licence en fait. Et donc du coup, ça a débouché sur 2400 produits. Donc c'était vraiment très très un grand succès. Donc si on revient maintenant au processus de valorisation, donc une fois qu'on a évalué et qu'on pense qu'on peut faire quelque chose avec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec des agents de brevets externes. Donc les brevets, c'est extrêmement technique comme rédaction, donc nous on les écrit pas nous-mêmes, on engage des externes et puis on travaille avec eux. Donc nous là on fait l'interface entre le chercheur et son charabia scientifique, et puis l'agent de brevet et son charabia de brevet légal, et puis on essaie de mettre tout ça ensemble pour qu'on comprenne quelque chose et qu'on arrive à rédiger quelque chose qui tienne la route. Et puis après, on va marketer. Et puis là, le marketing, c'est pas, on va pas expliquer que on a inventé enfin, c'est pas un marketing à la pub qu'on voit à la télé, quoi. Disons, c'est pas, on n'est pas en train de frimer et de survendre. C'est assez sobre. Puis on essaie de cibler de manière très très précise vraiment des boîtes qui pourraient vraiment utiliser la technologie. Et là, c'est là que ça coince très souvent. Parce qu'en fait, comme le chercheur il bosse dans son laboratoire et qu'il n'a pas l'expérience de l'industrie, on ne sait pas toujours de quoi les gens ont besoin. Donc il y a un mismatch assez important parfois entre ce qu'on a inventé et puis ce que l'industrie aurait voulu avoir. Donc il y a des tas de... Donc là j'ai pompé ça chez l'Office européen des brevets, donc les 7 péchés capitaux des inventeurs. Donc un, c'est par exemple qu'on n'a pas bien analysé le problème. Donc vous voyez, c'est là qui a fait un petit roulement avec deux coups, mais ça ne marche pas très bien. Après, il y a beaucoup de solutions qui sont excessivement difficiles et compliquées, et puis que d'autres solutions plus simples auraient été nettement préférables. Et puis dernièrement, celle qui est vraiment la plus fréquente et qui est la plus embêtante, c'est qu'on n'a vraiment pas bien évalué les besoins du marché. Donc on se retrouve avec des inventions qui ne répondent vraiment pas aux problèmes du monde réel. Donc ça arrive assez souvent, et puis on essaie de faire le pont et de communiquer dans les deux sens pour qu'on sache un petit peu ce que les gens cherchent, mais c'est pas toujours facile parce que nous aussi on est dans l'université, donc nous non plus on n'est pas dans l'industrie. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu une interface qu'il s'agirait de soigner encore un peu plus. Et puis voilà, donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on obtient, on trouve un partenaire, on négocie un contrat de licence qui a un peu le même genre de termes que ce que je vous ai montré avant avec les collaborations. Deux termes importants dans ces contrats de licence, c'est que d'une part, on licencie sans aucune responsabilité. Donc si quelqu'un tue un patient avec quelque chose qui vient de l'université, c'est pas notre faute, c'est sa faute à lui. Parce que quelque part, nous, on ne peut pas du tout contrôler ce qui se passe une fois qu'on a lâché l'invention. Et l'autre, c'est qu'on a des clauses dans les contrats qui obligent en fait le partenaire à développer les technologies et plutôt que de les mettre dans un tiroir. Donc on évite on ne veut vraiment pas que ça finisse dans un tiroir. Donc s'ils n'exploitent pas, s'ils ne mettent pas les produits sur le marché, au bout d'un moment, on peut récupérer les brevets. Et puis après, on monitore la licence pendant genre 20 ans, pendant que la durée des brevets, et puis on essaye, si jamais c'est productif, on récupère l'argent, puis il y a toute une administration qui a lieu. Et puis là, je voulais juste vous donner encore 2 exemples de technologies qu'on a développées à l'université, qui ont fait tout le parcours et qui sont arrivées jusqu'au sac d'argent. Donc une, c'est Idée Quantique, donc c'est notre fleuron. C'est une start-up qui a été créée en 2001 avec Nicolas Gisin et Grégoire Ribordi, qui étaient 2 physiciens. Donc ils travaillaient sur la cryptographie quantique. Donc Nicolas, c'était le chef de laboratoire, et puis Grégoire était Grégoire était le doctorant. Et donc il travaille sur la cryptographie quantique. Donc c'est vraiment extrêmement pointu. Je ne vais pas me lancer dans une longue explication de quoi ça consiste,
pardonnerez, parce que M. Fournet est là, je ne veux pas qu'il me corrige, c'est très physique. Et puis, tout ça pour dire qu'en gros, il voulait travailler sur l'encryptage très sécurisé. Et quand ils ont commencé en 2001, donc ils ont toujours voulu faire de la cryptographie quantique, mais le problème c'est qu'au départ, il n'y avait pas de marché du tout. Donc en gros, ils ont commencé par vendre des appareillages pour générer des nombres aléatoires et puis des détecteurs de photons, qui étaient les deux produits dont on avait besoin pour faire l'encryptage quantique. Et donc cette boîte, ça a commencé avec une boîte qui les a approchés, ils étaient encore au laboratoire, une boîte les a approchés, elle voulait prendre une licence sur la technologie puis travailler avec eux pour développer la cryptographie quantique dans la boîte aux États-Unis. Puis là, ils se sont dit non, on va faire ça nous-mêmes. Et ils ont lancé leur boîte avec très peu d'argent, donc il y a eu quelque chose comme 400 000 francs comme mise initiale, dont 100 000 venaient d'un prix qu'ils ont gagné, et puis 200 000 était la vente du premier appareil qu'ils ont vendu, c'était un détecteur de photons. Ils l'ont vendu quand ils étaient encore quasiment au laboratoire, donc l'appareil n'existait pas, la boîte n'existait pas, mais il était tellement réputé, le prof, que les gars ils l'ont approché pour lui acheter un appareil. Donc ils ont vendu l'appareil par fax, ils ont envoyé ça à l'époque du fax. Et puis après, ils étaient obligés de speeder pour lancer la boîte et puis produire le premier appareil. Ils ont eu très peu d'investissement, donc il y a eu une fois 1,5 million, une fois 4 millions, donc ça c'est des très petites sommes pour une start-up. Et ils ont progressé vraiment grandi de manière organique et lente. Ça a pris un temps fou. Donc en gros, ça a pris 20 ans jusqu'à ce qu'ils arrivent à une taille de 100 personnes, où ils sont maintenant installés aux États-Unis et en Corée du Sud et aussi encore à Genève, à Carouge. Et ils produisent maintenant une vingtaine de produits différents. Ils arrivent finalement à carrément vendre des solutions de cryptographie quantique, où en gros il s'agit de générer, en gros on transmet un message et puis en même temps on transmet la clé à travers des photons. Et comme c'est envoyé de manière séparée et puis que la transmission à travers des photons ne peut pas du tout être hackée, on arrive à encrypter des messages de manière extrêmement sécurisée. Donc, est-ce que j'avais encore... Non. Attendez. Ouais. Donc en fait, eux, ils ont finalement réussi, donc ils en sont à des revenus de 100 millions cumulés, ils ont 100 personnes, ils ont des produits, donc c'est un super succès, ils font partie des leaders mondiaux dans la cryptographie quantique, mais c'est un marché niche. Donc ça a pris un temps fou pour arriver où ils sont maintenant. Et nous, l'université, avec tout ça, donc là, ils ont des produits carrément, dont j'ai oublié de mentionner, donc ils ont maintenant des produits, leurs chips, ils sont carrément dans les Samsung Galaxy Quantum Series, ils sont dans DocuSign, dans les signatures, ils les ont utilisés pour les votations populaires populaires à Genève qu'on a eu en 2007. C'est la seule fois où on a voté en ligne, c'était eux qui avaient encrypté. La loterie française et suisse utilisent leurs chips, donc c'est vraiment un peu partout, donc c'est de plus en plus, donc ça a décollé dernièrement. Donc avec tout ça, un énorme succès, avec tout ça, nous on leur a licencié. C'est un truc où on a licencié une technologie en 2001, mais depuis on a toujours collaboré, ils ont toujours collaboré avec le laboratoire d'origine, et puis on leur a licencié une douzaine de brevets depuis, donc on a rempli leur pipeline régulièrement pendant 20 ans. Et puis maintenant, suite à tout ça, on est arrivé péniblement à quelque chose comme un peu moins de 2 millions de revenus sur 20 ans, donc ce qui fait que vraiment ça met longtemps à décoller, et puis le retour, en fin de compte, ils ne sont pas énormes pour l'université. Donc vraiment, on ne le fait pas pour l'argent, on le fait vraiment pour avoir la satisfaction d'avoir vraiment des produits qui finissent chez les consommateurs. Un autre exemple dans le domaine médical, c'est le SkySona. Donc ça, c'était développé en réponse, comme thérapeutique à une maladie qui s'appelle la adrénoleukodystrophie cérébrale pédiatrique, CALD. Et ça, c'est une maladie vraiment terrible. Elle se déclenche chez des petits garçons entre 4 et 10 ans. Il y a un garçon sur 20 qui est touché. Et puis, c'est lié à des mutations de la protéine ABCD1. Et ce que ça fait, c'est que ça accumule des graisses avec des chaînes très longues. Et ces graisses-là, elles s'accumulent dans le cerveau. Et puis, ça dissout la gaine de myéline dans les neurones. Ce qui fait que les neurones ne fonctionnent plus. Et puis, il y a des handicaps cognitifs et moteurs. Et puis, malheureusement, les enfants meurent au bout de 4 à 8 ans après le déclenchement de la maladie. Donc, c'est une maladie fatale.
Donc il y avait déjà un traitement qui consistait à avoir des greffes de moelle osseuse à partir de donneurs compatibles. Donc s'ils avaient la chance d'avoir un frère, enfin ou sœur compatible, à peu près un quart des patients avaient la chance de trouver quelqu'un de compatible et d'avoir une greffe de moelle osseuse. Mais il y a beaucoup de rejets et ça ne résout vraiment pas le problème. Donc ce qui a été développé, c'est une thérapie génique. Et là, ce qu'on voit, c'est Matthew, qui est le premier patient qui a été traité pendant les études cliniques avec cette thérapie génique. Donc ça consiste à prendre les cellules du patient à partir du sang ou de la moelle, on les met dans un pétri, et puis après on les fait pousser là-dedans, et puis on prend un virus dans lequel on met le gène qui était défectueux, mais on met une version réparée. Et puis cette version réparée, donc on la met dans ce virus qui n'est pas un virus infectieux, donc c'est un virus qu'on a vidé de toutes ces parties infectieuses, mais tout ce qu'il arrive à faire, c'est qu'il arrive à insérer en fait le gène dans la cellule. Donc on l'utilise comme véhicule de transporteur pour mettre le gène dans la cellule. Et puis on insère le gène dans la cellule, et puis après on prend les cellules et on les remet dans le patient. C'est en général nécessaire de d'abord tuer les cellules défectueuses du patient, puis après on met les nouvelles cellules qui sont réparées, et puis c'est une thérapie génique dans le sens que ça répare complètement le gène défectueux. Donc c'est un one-off, donc on donne une fois et puis après il est guéri. Alors nous, à l'Université de Genève, on n'a pas développé toute la thérapie, on a développé un tout petit bout du petit virus là qui est utilisé comme transporteur pour le gène. Donc on n'est pas du tout impliqué dans la réparation même, mais dans le transport du gène pour l'insérer dans la cellule. Donc c'est un tout petit qui fait partie d'une vingtaine de technologies que cette boîte a dû licencier pour pouvoir développer cette thérapie. Donc ça s'appelle Skysona, la thérapie, et puis ça a été appliqué à pas mal de patients déjà. Donc le petit Matthew notamment, qui était le premier traité, maintenant en 2022, il était un grand garçon vigousse, et puis il n'avait rien du tout, il était parfaiement guéri. Maintenant le problème avec ça, c'est que le Skysona, c'est une thérapie qui coûte 3 millions. Et puis voilà, donc on ne peut pas gagner. Donc c'est génial. Donc il y a quelques enfants qui ont complètement guéris à vie, et puis ça a vraiment révolutionné. Donc c'est une des premières thérapies géniques et ça a beaucoup de promesses pour le développement futur, mais en Europe en particulier, c'est un peu compliqué avec les remboursements. Aux États-Unis, donc ce produit est approuvé et il y a des gens qui ont accès à cette thérapie. En Europe, ça a été retiré du marché parce que les instances de remboursement ont refusé de payer le prix. Et la compagnie, comme ça coûte hyper cher de faire la thérapie, donc il y a vraiment un coût de production important, ils n'ont pas trouvé que c'était financièrement supportable de travailler au prix que les gens voulaient bien rembourser. Donc du coup, ils se sont retirés du marché européen, donc la thérapie génique stagne maintenant en Europe, il ne se passe pas grand-chose, alors qu'aux États-Unis, il y a des thérapies qui sont en train d'être développées et mises sur le marché. Et l'autre couac, c'est que la boîte, elle a eu droit à un avertissement encadré, c'est-à-dire que 10% des patients ont tendance à développer des cancers aussi suite à ça, à cause de l'insertion au mauvais endroit. Donc c'est pas encore totalement sous contrôle, donc ils ne meurent pas, hein. Donc il y a qu'un seul sur 67 qui est décédé malheureusement, mais c'est quand même pas idéal si on développe un cancer après sur la base du traitement pour une autre maladie. Donc il y a encore du travail à faire pour les thérapies géniques, clairement. Il y a pas mal de problématiques, mais on arrive quand même à un stade où la science-fiction commence à devenir un peu réalité, et puis on peut guérir certaines maladies. Donc voilà, je vais arrêter sur cette note d'espoir pour la suite. Et puis je prends les questions si vous en avez.